46 officiers, un pays sans nouvelles. Que se passe-t-il à Etoudi? 44 jours. C'est le temps qu'un pays peut tenir sans voir son chef d'État. Et pourtant, le Cameroun le vit, en ce mois de juillet 2026. Pendant ce silence, un décret est tombé. Signé de la main du président. 46 officiers, supérieurs et subalternes, envoyés à la retraite. Un texte sec, administratif en apparence. Mais dans un pays où l'homme qui dirige depuis plus de 40 ans n'a plus été vu en public depuis 6 semaines, aucun décret n'est jamais tout à fait anodin. Coïncidence de calendrier? Simple routine budgétaire? Ou geste plus calculé qu'il n'y paraît? La question mérite d'être posée. Elle ne mérite pas, en revanche, qu'on y réponde à la légère. Alors regardons les faits, un par un. Partie 1, ce que l'on sait, date à l'appui. Reprenons depuis le début. Le 7 juin 2026, en milieu de journée, Paul Biya quitte Yaoundé avec son épouse Chantal Biya. La présidence évoque alors un court séjour privé en Europe. Rien d'exceptionnel en soi. Le président, 93 ans, doyen des chefs d'État en exercice dans le monde, a l'habitude de longs séjours à l'étranger, en particulier en Suisse. Mais les jours passent. 1 semaine. 2. Puis 1 mois. Le 1er juillet, la presse rapporte que la famille présidentielle au complet se serait retrouvée à l'hôtel Intercontinental de Genève. Le 19 juillet, 41 jours se sont écoulés depuis le départ. Aucune image du président, aucune déclaration officielle, aucune date de retour annoncée. Ce vide n'est pas qu'un vide de communication. Il est aussi, potentiellement, un vide institutionnel. Le 14 avril 2026, la constitution camerounaise a été révisée pour réintroduire un poste de vice-président, censé justement garantir la continuité de l'État en cas d'absence ou d'empêchement du chef de l'État. Mais 7 mois après sa prestation de serment, à la suite de sa réélection du 12 octobre 2025, Paul Biya n'a toujours nommé ni ce vice-président, ni même un nouveau gouvernement complet. Le remède constitutionnel existe sur le papier. Il reste, dans les faits, une case vide. C'est dans ce contexte précis qu'un décret présidentiel vient acter le départ à la retraite de 46 officiers de l'armée camerounaise, gendarmerie, armée de terre, armée de l'air et marine confondues. Un texte parfaitement conforme, sur la forme, aux pratiques habituelles. Chaque année, l'armée camerounaise voit partir des officiers ayant atteint la limite d'âge de leur grade. Des vagues similaires avaient déjà eu lieu en 2024, puis en juillet 2025, avec cette fois 48 généraux concernés par des nominations et des mises à la retraite. Mais un nom, dans cette liste de 46, retient particulièrement l'attention, celui du colonel Jean-Pierre Otoulou, jusque-là commandant de la Légion de gendarmerie du littoral. Son intérêt ne tient pas à son grade, mais à son passé judiciaire récent. Le colonel Otoulou fut en effet le 34e témoin entendu dans l'affaire Martinez-Zogo, ce journaliste dont l'assassinat en janvier 2023 a profondément marqué l'opinion camerounaise. Son témoignage aurait apporté, selon la presse locale, de nouveaux éléments au dossier concernant plusieurs personnes soupçonnées dans cette affaire. Voilà le décor planté. Un pays sans président visible depuis 6 semaines, une vice-présidence vacante malgré la révision constitutionnelle censée l'éviter, et un décret militaire qui, sans rien avoir d'illégal ni d'inédit sur la forme, fait sortir des rangs un témoin clé d'un dossier judiciaire encore sensible. Mais ce n'est pas tout. Car pendant que ce décret circulait, un autre bruit courait dans la capitale. Partie 2. Les voix qui s'affrontent. D'un côté, le pouvoir en place se veut rassurant. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais a réagi par la voix de son directeur de la propagande, qui affirmait dans les colonnes du journal du parti que le pouvoir n'était pas vacant, que le lion n'est pas parti, tout en critiquant ceux qui tiennent, selon ses mots, une comptabilité quotidienne du séjour du président. Le message est clair. Circuler, il n'y a rien à voir. De l'autre côté, l'opposition hausse le ton. Un député a saisi le Conseil constitutionnel pour qu'il se prononce sur une éventuelle vacance du pouvoir. Le parti UDC, par la voix de son ancienne candidate à la présidentielle, rappelle qu'une république ne peut reposer sur le silence ou les suppositions, et pointe précisément l'absence de vice-président nommé, ni 7 mois après la révision constitutionnelle censée régler ce problème. Et puis il y a les rumeurs, les vraies, celles qu'aucune source officielle ne confirme ni ne dément clairement. Une prétendue note de clinique privée, démentie par le gouvernement, aurait circulé sur l'état de santé du président. Des propos attribués à sa fille, jamais confirmés dans leur intégralité, auraient évoqué une situation critique. Rien de tout cela n'est établi. Tout cela circule, pourtant, et façonne l'opinion. Face à cette actualité parallèle, le président invisible d'un côté, le décret militaire de l'autre, 2 lectures s'affrontent. La première, la plus sobre. Il s'agit d'une coïncidence de calendrier. Les décrets de retraite militaire suivent un cycle administratif annuel, indépendant de la localisation du président,
et sont généralement préparés bien en amont par l'état-major et le ministère de la Défense. La seconde lecture, plus inquiète. Dans un pays où le pouvoir se concentre historiquement autour d'un cercle très restreint, tout mouvement dans la hiérarchie sécuritaire, en période d'incertitude sur la tête de l'État, mérite d'être surveillé de près. Aucune de ces deux lectures n'est aujourd'hui démontrée. Toutes deux méritent d'être posées. Et c'est précisément ce que nous allons faire. Partie 3. Ce que cela pourrait signifier. Et ce que nous ignorons encore. Maintenant, une question mérite d'être posée. Une question simple, mais qui vaut parfois plus que 1000 réponses toutes faites. Pourquoi, à chaque fois que le climat politique semble devenir plus incertain, l'institution militaire occupe-t-elle soudain une place aussi importante dans l'actualité officielle? Attention, il ne s'agit pas d'affirmer qu'il existe un lien automatique entre ces deux phénomènes. Ce serait aller beaucoup trop vite. Ce serait transformer des coïncidences en certitudes, et ce n'est pas notre travail. Notre travail consiste plutôt à observer, à comparer, à replacer les événements dans leur contexte. Et lorsqu'on fait cet exercice, un constat apparaît. Dans de nombreux pays africains, mais aussi ailleurs dans le monde, lorsqu'un régime entre dans une période de transition ou de fragilité, les décisions concernant l'armée deviennent souvent les plus stratégiques. Pourquoi? Parce qu'au fond, un gouvernement peut perdre des soutiens politiques. Il peut perdre des alliés. Il peut perdre une majorité. Mais une chose reste toujours essentielle, conserver la confiance de ceux qui portent l'uniforme. C'est une réalité institutionnelle. Pas un jugement. Pas une accusation. Simplement une observation que les historiens, les chercheurs et les spécialistes des relations civilo-militaires décrivent depuis longtemps. Au Cameroun, cette réflexion mérite donc d'être abordée avec calme. Sans fantasme. Sans exagération. Mais également sans naïveté. Parce que, soyons honnêtes, au Cameroun, lorsqu'un décret militaire sort, personne ne lit seulement les grades. Tout le monde lit aussi les silences. Oui, les Camerounais sont devenus des spécialistes de ce sport national. On lit les absences. On lit les retards. On lit les noms oubliés. On lit les promotions inattendues. On lit même parfois la place des signatures sur le document. Chez nous, un décret n'est jamais seulement un décret. C'est presque un roman policier. Les analystes deviennent détectives. Les journalistes deviennent traducteurs. Les chauffeurs de taxi deviennent constitutionnalistes. Les vendeuses de beignets deviennent expertes en stratégie militaire. Et le voisin du quartier devient, lui, spécialiste autoproclamé des renseignements généraux. Tout le monde analyse. Tout le monde interprète. Tout le monde possède une source sûre. Cette fameuse source. Cette source mystérieuse qui connaît toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui aurait parlé avec quelqu'un revenu des tout dits. Au Cameroun, cette source-là ne prend jamais sa retraite. Elle travaille 24 heures sur 24. Mais revenons aux faits. Le mouvement actuel s'inscrit dans une continuité. Ce n'est pas la première fois que la hiérarchie militaire connaît un important renouvellement. En juillet 2025 déjà, plusieurs décrets avaient profondément modifié la chaîne de commandement. Des dizaines d'officiers généraux avaient été concernés. Là encore, beaucoup avaient cherché des significations cachées. Certains avaient annoncé des bouleversements imminents. D'autres parlaient déjà de grandes manœuvres politiques. Puis, le temps est passé. La République a continué de fonctionner. Autrement dit, il faut rester prudent. Toutes les nominations ne cachent pas forcément un scénario spectaculaire. Mais l'inverse est également vrai. Toutes les nominations ne sont pas non plus de simples formalités administratives. Dans un État, surtout lorsqu'il est fortement centralisé, le choix de certains responsables peut traduire une volonté de stabilité, de renouvellement ou de réorganisation. Encore faut-il disposer d'éléments solides avant d'en tirer des conclusions. Et c'est précisément là que commence notre véritable réflexion. Prenons le cas du général Otoulou. Son départ intervient alors que son nom apparaît dans un dossier judiciaire particulièrement sensible. Que faut-il en penser? Soyons extrêmement prudents. Deux hypothèses existent. Première hypothèse. Le calendrier administratif suit simplement son cours. L'intéressé atteint les conditions réglementaires de départ. Le décret n'a alors rien d'exceptionnel. Deuxième hypothèse. Le calendrier administratif coïnciderait avec un contexte judiciaire particulier. Dans ce cas, certains observateurs pourraient s'interroger sur cette concomitance. Mais aujourd'hui, personne ne peut démontrer laquelle de ces hypothèses est la bonne. Et lorsqu'on ne sait pas, la seule attitude sérieuse consiste à dire « Nous ne savons pas ». Dans le débat public actuel, cette phrase est devenue presque révolutionnaire. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut des certitudes immédiates.
Les réseaux sociaux adorent les conclusions rapides. Les vidéos aiment les titres explosifs. Les publications préfèrent les affirmations définitives. Pourtant, la réalité est souvent beaucoup plus complexe. Au Cameroun, il existe même une expression populaire qui résume bien la situation. On dit souvent « le bruit voyage plus vite que la vérité ». Et parfois, lorsque la vérité arrive enfin, le quartier est déjà passé à un autre sujet. Pendant ce temps, une autre question continue de revenir. Qui gouverne réellement le Cameroun depuis le 7 juin? Là encore, il faut distinguer les faits des interprétations. Les faits sont connus. Ils sont publics. Ils sont documentés. Des interrogations existent autour de la visibilité du chef de l'État. Le gouvernement fonctionne dans un contexte particulier. La vice-présidence prévue par la récente évolution institutionnelle demeure un sujet largement commenté. Ces éléments existent. Ils peuvent être discutés. Ils peuvent être analysés. Mais ils ne suffisent pas, à eux seuls, à démontrer un scénario caché. En revanche, ils alimentent naturellement les interrogations d'une partie de l'opinion. Et cela est parfaitement compréhensible. Car lorsqu'un peuple manque d'informations, il fabrique des hypothèses. C'est presque une loi universelle. Le silence institutionnel est un terrain extrêmement fertile. Il ressemble à une plantation abandonnée. Très vite, les herbes poussent. Puis les rumeurs. Puis les suppositions. Puis les théories. Puis les certitudes fabriquées. Et enfin, les querelles sur Facebook. Les vidéos WhatsApp. Les directs TikTok. Les débats interminables dans les tournants. Le Cameroun possède une capacité extraordinaire. Transformer une absence de communication en championnat national de l'interprétation. Chez nous, même le silence parle. Et parfois, il parle plus fort que les discours officiels. C'est pourquoi une démocratie solide ne repose pas uniquement sur des institutions. Elle repose aussi sur une communication claire. Lorsqu'un État explique, lorsqu'il informe, lorsqu'il répond, les spéculations diminuent naturellement. À l'inverse, lorsque les réponses tardent, chacun construit sa propre version des faits. Et le danger est là. Non pas parce que les citoyens posent des questions. Au contraire, poser des questions est normal. Le danger apparaît lorsque plus personne ne distingue les faits des suppositions. Alors, la vraie interrogation n'est peut-être pas de savoir si ce décret cache un immense secret. La vraie question pourrait être bien plus profonde. Pourquoi, aujourd'hui, chaque décision officielle semble-t-elle immédiatement interprétée comme le signe d'une bataille invisible? Pourquoi la confiance est-elle devenue si fragile que le moindre mouvement administratif provoque des dizaines de scénarios concurrents? Pourquoi les Camerounais passent-ils davantage de temps à décoder les silences qu'à écouter les explications officielles? Ces questions ne visent personne en particulier. Elles interrogent le fonctionnement global du système. Car un État inspire la confiance lorsque ses décisions parlent d'elles-mêmes. Lorsqu'elles nécessitent moins d'interprétation que de lecture. Et c'est peut-être là le véritable sujet. Pas seulement ce décret. Pas seulement cette retraite. Pas seulement cette nomination. Mais le climat général dans lequel chaque décision administrative devient immédiatement un objet de suspicion, d'interprétation et parfois même de satire. Comme si, au Cameroun, chaque décret avait désormais deux versions. La version officielle. Et la version que le quartier est convaincu d'avoir déjà comprise avant même d'avoir fini de lire le journal officiel. Partie 4. Le vrai sujet. Un système bâti sur l'opacité. Et si, finalement, le véritable sujet n'était pas ce décret? Et si le plus grand dossier n'était pas la retraite d'un général, la nomination d'un autre, ou même les mouvements dans la hiérarchie militaire? Et si le vrai sujet était ailleurs? Car un décret, aussi important soit-il, finit toujours par être remplacé par un autre décret. Un ministre finit toujours par être remplacé par un autre ministre. Un général finit toujours par partir à la retraite. C'est la vie normale d'un État. En revanche, ce qui mérite une réflexion plus profonde, c'est le fonctionnement même du système. Car lorsqu'un pays de plus de 28 millions d'habitants semble poursuivre son fonctionnement alors que les interrogations sur la visibilité de son chef de l'État se multiplient, une question institutionnelle peut légitimement être posée. Non pas pour alimenter les rumeurs. Non pas pour fabriquer des théories. Mais pour réfléchir à la manière dont les institutions communiquent et assurent la continuité de l'État. Dans toute démocratie, la confiance repose aussi sur la circulation de l'information. Lorsqu'une information tarde, les interprétations occupent naturellement le terrain. Et au Cameroun, soyons honnêtes. L'imagination nationale n'attend jamais longtemps. Chez nous, lorsqu'une porte reste fermée, certains sont déjà convaincus de savoir ce qui se passe derrière. Lorsque les rideaux sont tirés,
le quartier écrit déjà le scénario. Et lorsqu'aucun communiqué n'arrive, WhatsApp, Facebook, TikTok et les experts du Carrefour publient chacun leur propre version. C'est presque devenu une spécialité nationale. Le Camerounais ne supporte pas le vide. Il le remplit. Parfois avec de l'humour. Parfois avec de la satire. Parfois avec des hypothèses. Et parfois avec des certitudes qui n'en sont pas. C'est précisément pour cela que la communication institutionnelle est si importante. Parce que le silence est rarement neutre. Il est interprété. Il est commenté. Il est décortiqué. Et souvent, il finit par produire plus de questions que les réponses qu'il aurait fallu donner dès le départ. Regardons maintenant un autre aspect. La réforme constitutionnelle. Sur le papier, une institution nouvelle est prévue. L'objectif affiché est d'assurer une meilleure continuité de l'État. En théorie, cela peut renforcer la stabilité. Mais lorsqu'une réforme existe dans les textes et que sa mise en œuvre tarde, certains citoyens s'interrogent naturellement. Pourquoi créer un mécanisme qui n'est pas encore activé? À ce stade, plusieurs explications sont possibles, mais aucune ne peut être affirmée sans éléments publics. Ce décalage entre le texte et son application nourrit cependant le débat. Et la satire trouve ici sa matière. Imaginez une maison où l'on installe un magnifique extincteur dernier cri. On organise une cérémonie. On prend des photos. On explique à tout le quartier qu'il est indispensable. Puis on le fixe au mur. Sans jamais vérifier s'il est utilisable le jour où un incendie se déclarerait. Ce n'est évidemment qu'une image. Mais elle illustre une interrogation institutionnelle. Une réforme prend toute sa valeur lorsqu'elle est effectivement appliquée. Autrement, elle reste une promesse inscrite sur le papier. Pendant ce temps, le débat public continue. Chaque jour sans communication claire devient un nouveau terrain de spéculation. Les médias analysent. Les observateurs commentent. Les citoyens s'interrogent. Et chacun tente de donner un sens à des événements qui, pris isolément, peuvent pourtant relever de simples décisions administratives. Le risque, dans ce contexte, n'est pas seulement la rumeur. C'est aussi l'érosion progressive de la confiance. Car lorsqu'un citoyen estime devoir deviner ce que les institutions pourraient simplement expliquer, quelque chose se fragilise. Et cette fragilité ne concerne pas une personne. Elle concerne la relation entre l'État et les citoyens. La satire camerounaise le résume souvent avec humour. On dit parfois que, chez nous, les communiqués officiels arrivent après que tout le quartier a déjà terminé son débat. On plaisante en disant que certaines informations voyagent en taxi, d'autres en moto, mais que les communiqués officiels prennent parfois la route à pied. C'est une caricature, bien sûr. Mais comme toutes les caricatures, elle repose sur une perception qu'il est utile d'entendre. Car une institution forte ne se mesure pas seulement à sa capacité à décider. Elle se mesure aussi à sa capacité à expliquer, à rassurer, à informer, et à réduire l'espace laissé aux interprétations. Peut-être est-ce là le véritable enseignement de cette affaire. Le débat dépasse largement un décret. Il porte sur la manière dont fonctionne la communication publique, sur la place de la transparence, sur le rôle des institutions, et sur la confiance que les citoyens peuvent leur accorder. Conclusion. Au terme de cette analyse, une chose apparaît clairement. Les faits établis doivent être distingués des hypothèses. C'est une exigence du journalisme.